rejoindre dans cet entretien que nous accorde M. Agibou Diallo. M. Diallo, bonjour, bienvenue sur Zig FM et Zig TV. Bonjour M. Gassama, très honoré d'être votre invité, très content d'être dans vos locaux. Alors, M. Agibou Diallo, vous êtes agent d'exploitation logistique, vous êtes diplômé en sciences politiques à l'Université de Paris 8, c'est bien cela, et vous vous définissez comme un pur produit de l'école sénégalaise. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de vous accueillir, surtout après l'apparition de votre livre Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres, qui a été publié aux Harmattan, aux éditions L'Harmattan le 23 mars. La date a une importance pour nous puisque ça coïncide avec et mon anniversaire et celui de la radio. Alors on va parler justement de cet ouvrage, mais pour les téléspectateurs et les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter après ce que je dis vous concernant? Merci M. Gassama. Tout d'abord, je passe le bonjour aux amis auditeurs et téléspectateurs de Zig FM, TV FM, et leur dire combien je suis heureux de prendre langue avec eux à travers votre média. Bon, pour me présenter, c'est très simple. Je suis un fils du Sénégal. Je suis né, j'ai grandi à Dakar. J'ai fait une partie de mes humanités à l'école publique sénégalaise. À la suite de quoi, je suis parti en France pour poursuivre mes études. J'ai obtenu mes diplômes. Finalement, je me suis établi là-bas. Mais j'ai toujours été militant. J'ai toujours été un homme de réseau, si je puis m'exprimer ainsi, puisque j'ai pris part à pas mal d'initiatives associatives, d'abord dans les quartiers, ensuite à l'école. Je faisais partie des animateurs des foyers socio-culturels du collège, au lycée. Donc c'est ça qui m'a donné en fait la fibre de l'engagement. Et donc je me suis toujours intéressé à l'environnement immédiat dans lequel j'évolue et je le projetais par rapport justement à l'environnement global ou à la cosmogonie, pour parler de manière philosophique. Donc, si je puis m'exprimer ou me présenter en des termes, c'est modestement ce personnage-là qui a fait ce parcours-là, qui a à un moment donné décidé peut-être de prendre son courage à deux mains pour donner son point de vue par rapport à ce dont il est témoin et ce qu'il voit comme système en train de s'opérer sous ses yeux et qui l'indigne par ailleurs. Et c'est cette indignation-là que j'essaie de partager avec les gens à travers cet ouvrage. Et cet ouvrage, justement, nous allons en parler. Vous l'avez intitulé Désastre, on sait ce que c'est, mais également à côté des décombres. Et cela s'illustre si bien à travers un bâtiment que nous voyons et beaucoup de gravats tout autour. Qu'est-ce qui vous a amené quand même à peindre ce tableau assez sombre du Sénégal? C'est une sorte de radioscopie que j'ai essayé d'établir en essayant d'être au mieux objectif, c'est-à-dire porter un regard critique sur la pratique politique de manière générale, le mode de gouvernance dans sa globalité et les conséquences sociales que ça a engendré. Parce que c'est quand même un truisme que de dire que la situation sociale, surtout des jeunes au Sénégal, est quasi explosive. On se demande même comment les gens aujourd'hui font pour tenir dans ce pays-là. Et pendant ce temps, nous voyons une poignée d'hommes politiques et d'affairistes qui tournent autour du pouvoir, qui se payent un luxe à la fois débordant et à la limite insolent quand on observe la misère des gens. Les hôpitaux ne soignent plus, l'école ne forme plus, les enseignants, les fonctionnaires, tous en fait sont en train de trimer pendant que les politiciens, qu'ils soient députés, conseillers dans les institutions budgétivores qu'ils créent pour recaser des militants, se payent un luxe, comme je dis, insolent. Et donc c'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à porter un regard critique sur la pratique politique et décrire la méthodologie mafieuse qu'ils ont réussi à établir comme praxis et qui, une fois qu'on s'y initie, on est garanti à avoir un parachute doré, un chômeur professionnel sans métier qui se paye le luxe de vivre avec un matérialisme excessif. Donc c'est ça en fait la motivation. Et j'espère que j'ai réussi tant bien que mal à l'exprimer dans Alors, le choix des mots est important. Vous parlez de désastre sénégalais et également de décombres. Oui, c'est ça, c'est le désastre en vérité. Je tiens ça. Bon, j'ai essayé d'apporter une réponse à Alexis de Tocqueville qui
a écrit dans de la démocratie en Amérique, à la suite de la Révolution américaine, qui était parti en tant que féodal ou aristocrate, qui militait pour le maintien de l'ancien régime, était parti en voyage exploratoire pour comprendre de cette démocratie dont on nous parle, de quoi elle retourne. Et à la fin de son livre, le constat qu'il fait, déjà, il dit qu'en fait, c'est que les peuples démocrates, en fait, sont menacés par quelque chose qu'il va falloir définir, qui n'a jamais existé et qui ne trouve même pas un mot dans le vocabulaire qu'ils ont connu. Et donc, en mon sens, à l'observation de la démocratie sénégalaise, je trouve que, et en réponse à cette interrogation, ou en tout cas à cette injonction d'Alexis Toldi qui disait qu'il fallait qualifier ce qui va arriver au peuple démocrate, moi je considère que c'est un désastre. Donc à l'ombre des décombres, justement, c'est cette radioscopie que j'essaie de faire à partir aussi du contact que j'ai eu avec le personnel politique en ayant été militant. J'ai milité dans les partis de gauche, globalement, et j'ai même milité dans les partis sociaux-démocrates, entre guillemets. Et donc, c'est là où se situent les décombres qui nous permettent aujourd'hui de déblayer tous les désastres que constitue le tableau politique qu'il nous présente. Mais paradoxalement, on a longtemps parlé de la particularité sénégalaise, du modèle sénégalais, qui a vécu quand même 2 alternances. Est-ce que le terme désastre s'y est, puisque selon certains, Mounir Roussi le disait récemment, on ne peut pas parler de saison sèche de la démocratie sénégalaise, puisque les principes fondamentaux de la démocratie fonctionnent, qui sont la légitimité du pouvoir politique par l'élection, le pluralisme politique et le dialogue des acteurs. Alors, oui, il y a un système électoral qui permet de légitimer une caste, mais est-ce que les alternances ont réussi à transformer positivement et qualitativement la vie des Sénégalais? C'est ça la question. Léon Blum disait que le pouvoir n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de transformation. Mais est-ce qu'ils ont transformé? Je ne le pense pas. Je pense que sur tous les critères de l'indice de développement humain, le Sénégal recule. On est parmi les 125 pays les plus pauvres, donc je ne pense pas qu'il faille se gargariser de l'effet bénéfique des alternances, sauf à préserver la paix sociale. Et ça, je pense que ça tient du génie du peuple sénégalais. Ce n'est pas le mérite de l'élite en soi, c'est qu'au contraire, si le peuple avait suivi le comportement, on va dire, trivial et clivant des politiques, le pays aurait sombré depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois, nous voyons les derniers événements l'illustrent, nous sommes tout le temps au bord du précipice, mais c'est l'intelligence collective du peuple sénégalais qui arrive effectivement à négocier tous ces virages qui frise un peu un précipice vers lequel l'incurie des hommes politiques nous voudrait nous projeter. Donc je m'inscris totalement en faux par rapport justement à cette gloriole que nous avons tendance à nous donner en disant que oui, nous avons un processus de légitimation basé sur des élections et tout ça. C'est vrai, mais la finalité c'est quoi? Est-ce que ceux-là qu'on porte au pouvoir comprennent la nécessité historique qui a fait que justement ils ont été plébiscités, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas justement changé la feuille de mission une fois installés au pouvoir pour se servir eux-mêmes et laisser l'immense majorité en rade? Et vous avez parlé à d'autres confrères de fixité, puisque selon vous, il n'y a pas eu de rupture depuis les indépendances à nos jours. Pourtant, sous Abdou Diouf, on a entendu ces slogans « Rien ne sera plus comme avant ». On a parlé en 2012 à l'arrivée de Macky Sall de gestion sobre et vertueuse. On est assez doué pour créer des slogans et des mots pimpants et clinquants, mais dans la pratique, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien qu'à voir la façon dont les partis politiques sont managés, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de débat interne, il n'y a qu'une seule voix, c'est la voix du chef, les autres suivent. Celui qui est dissonant est exclu et se voit maintenant peut-être même obligé d'aller créer un parti politique. Donc c'est dire que finalement, il y a une culture ou une inculture qu'ils ont inoculée dans la pratique qui fait que nous restons dans la fixité, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que le renouvellement générationnel n'a pas balayé justement les pratiques. Au contraire, elle a renforcé les mauvaises pratiques. Et c'est ça aussi qui fait craindre d'une certaine manière. Et il nous tarde aujourd'hui de nous réformer et de réformer la pratique si on veut véritablement négocier le virage
vers lequel nous allons en 2024. Et c'est pour ça que j'ai pris sur moi aujourd'hui de prendre part dans le débat de campagne à travers le livre, parce qu'il n'est plus question qu'on se fasse avoir comme on s'est fait avoir en 2000 et en 2012 avec des slogans. Il faut un contenu programmatique et des hommes capables et compétents, véritablement patriotes, pour porter ce projet transformateur. Et je suis là pour ça en quelque sorte aussi. Et justement, quelle a été la responsabilité ou le rôle des élites que vous mettez entre guillemets et de l'intelligentsia sénégalaise face à toutes ces années, toutes ces décennies qu'on a traversées, et avec un groupe de politiciens ou de politiques qui s'accaparent tout au détriment du peuple qu'il doit normalement servir? Moi, je pense que les intellectuels ont tous abandonné leur mission d'intellectuel organique. Aujourd'hui, à cause du totalitarisme libéral et l'individualisme qui est son corollaire, les gens, pour la plupart, sont orientés vers la gestion de leur carrière et les moyens de trouver de quoi accumuler et régler leurs problèmes matériels. Mais les questions du lien et du lien, aujourd'hui, ne font plus sens. Et c'est là où, justement, les intellectuels ont totalement échoué et sont maintenant à la remorque des politiciens. Alors que c'est les intellectuels qui devraient impulser les dynamiques et donner les moyens et les capacités aux hommes politiques, mais véritablement de transformer. Mais aujourd'hui, c'est à cause justement de l'appétence du matérialisme et de l'accumulation, aujourd'hui, les gens répondent aux sirènes de l'argent et peu importe leur qualité intellectuelle. On voit beaucoup d'intellectuels au service de politiciens roublards, mais ils y sont justement pour régler les problèmes. Ce n'est pas leur problème, mais ce n'est pas prendre en charge les préoccupations collectives des populations. Et c'est à mon sens, je trouve que c'est là où le bas blesse, la démission, voire même la rémission des intellectuels, face à l'urgence d'agir, mais agir proprement. Alors le débat c'était aussi, ou bien c'est autour de nos institutions qui seraient instrumentalisées. Vous l'avez dit dans votre livre, vous avez parlé justement de caporalisation des institutions de la République aux fins de manœuvres politiciennes. Tout à fait. Or, à côté, on parle de séparation des pouvoirs. On a un système qui a été dénoncé depuis, je pense, on peut remonter aux assises nationales. Les diagnostics qui avaient été faits, qui avaient été établis, c'est que nous avons un pouvoir politique qui est hyper présidentialiste, tout part et revient vers un seul homme, ce qui fait que finalement, en fait, il devient l'épicentre de toutes les convoitises et vers lequel tout le monde se rue avec les différents intérêts. Donc, et ça a la vertu ou le vice de créer ce type de manipulation des institutions au bon vouloir du prince, au mépris de la volonté populaire, au mépris des attentes légitimes qui ont été formulées par ailleurs sous forme de programmes, sous forme d'offres politiques, au profit d'un agenda personnel, personnifiante à la limite, et qui justement galvaude le rapport des institutions et la mission des institutions en tant que telles. Et c'est pour ça que je dis que les alternances aient pu lieu, c'est une bonne chose, mais que finalement ça finisse par renforcer le pouvoir d'un seul homme dont on n'apprécie pas totalement la qualité du leadership et la vision par rapport aux besoins du pays, ça nous mène dans ces situations, dans cette forme de situation apolitique où on est en campagne électorale permanente, où on ne discute pas des questions économiques, on discute des questions politiciennes pour recaser un personnel politique qui est devenu aujourd'hui pléthorique et que l'État ne peut pas prendre en charge de manière générale. Alors vous avez parlé comme résultante de toute cette situation que vous décrivez d'un laisser-aller. Alors quelle est la part aussi de la société civile qui aurait pu servir justement de fusible en tout cas? Aujourd'hui on a vu que de plus en plus même nos leaders politiques se tournent vers les familles maraboutiques pour essayer de trouver une solution. Est-ce qu'on peut parler d'échec justement de la société civile? La société civile aujourd'hui est devenue... Ou des sociétés civiles. Exactement. C'est une société civile qui est protéiforme, multiforme. Nous avons ceux qui aujourd'hui, depuis les ajustements structurels, ont occupé l'espace des ONG, qui s'occupent de questions, on va dire, économiques et sociales, à contrario de la société civile aujourd'hui qui intervient comme
force de médiation entre les forces politiques, et nous avons les forces maraboutiques qui sont pour moi un peu consubstantielles au pouvoir politique de manière globale. Puisque, rappelons-nous, dans le référendum de 1858, quand De Gaulle est passé à Dakar, ce sont les chefferies religieuses qui ont adoubé le oui, pendant que la classe politique de manière générale voulait voter non. Donc moi, à partir de ce moment-là, je fais une sorte de lien historique qui lie le pouvoir politique au pouvoir spirituel. Et donc il y a une laïcité sénégalaise qui n'est pas religieuse, mais qui est proto-religieuse, à mon sens, et qui fait que le pouvoir politique est entre les religieux et les politiques. Les politiques pour aller gagner la légitimité électorale, et les religieux pour une sorte d'onction, puisque nous sommes dans un pays de croyance et avec un système de croyance. Donc cela va de soi qu'il y ait une sorte de conurbation entre le religieux et le politique, et non pas une ligne de séparation comme ça se fait par ailleurs. Et donc, ils sont tous responsables, et nous sommes tous responsables globalement. Nous avons laissé faire parce que justement, nous avons privilégié les carrières individualistes, nous avons privilégié nos préoccupations d'ordre matérialiste, et voilà la situation dans laquelle nous sommes, qui est désastreuse à mon sens, comme je l'ai dit. Alors, M. Aguibou Diallo, vous invitez également à une modification des rapports entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont censés administrer. J'ai envie de demander comment peut-on changer un peu et arriver à un changement de paradigme? Il faut une réforme globale de notre État. Nous ne pouvons plus marcher sous ce jacobinisme qui est, à mon sens, abscon. Il y a une nécessité aujourd'hui, d'abord le souci de travailler sur les équités territoriales. Tout est à Dakar, tout est concentré à Dakar. 0,98% qui concentre 90% de l'économie. Aujourd'hui, Dakar fait 5 millions. C'est intenable. Alors que le reste du Sénégal est pratiquement dans un état totalement d'abandon. Et donc, il y a déjà une nécessité de réformer l'administration de sorte qu'aujourd'hui, l'État puisse être partout où le besoin se fait sentir. Et par voie de conséquence aussi réformer nos institutions. Il est hors de question qu'on continue d'avoir un système présidentialiste. Il faut contrôler le pouvoir, comme disait Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs, que l'administration judiciaire aussi puisse faire les réformes nécessaires. Et ça, c'est aux agents expérimentés qui sont là-bas. Et nous n'en manquons pas. Il suffit tout simplement de mettre les compétences en avant et d'aller vers les gens qui peuvent et qui savent, et de les donner et de les mettre dans les conditions de faire les réformes qu'on attend d'eux. Je ne suis peut-être pas président, un candidat, je ne serai pas candidat, je ne suis qu'un intellectuel qui observe la société, quand bien même je suis militant actif, mais il y a nécessité de changer complètement de paradigme, comme vous l'avez si bien suggéré, sinon ça va être la catastrophe, M. Gassama. Et moi, j'ai peur pour la jeunesse. Nous avons été sacrifiés, les gens de notre génération, et il est hors de question que mes petits frères puissent être embarqués dans des aventures qui sont sans lendemain, sans conséquences. Et donc, il faut une réforme de l'État, globalement. On peut s'appuyer sur les travaux des assises nationales. Il y a un pan assez intéressant à méditer, peut-être à réajuster à la lumière aujourd'hui de la géopolitique mutante, parce que nous sommes dans une situation où l'OTAN a décidé pratiquement de créer une sorte d'émiettement en Afrique, et j'en veux pour preuve le rapport du Quai d'Orsay à la sortie du Covid qui disait qu'il y avait un effet pangolin qui menaçait les États africains, et qu'à la suite de la crise, beaucoup d'États vont éclater. Nous avons vu ce qui se passe au Burkina, nous avons vu ce qui est en train de se passer au Mali, nous voyons ce qui risque de se passer au Niger. Et tout ça, ça obéit à un plan otanien, au mépris et au détriment des Africains. Et donc c'est aux Africains de comprendre les enjeux qui se posent et voir comment, collectivement, d'abord nous allons travailler pour assurer notre propre défense, d'abord comment nous allons travailler pour structurer le marché africain, et essayer d'endogénéiser les problématiques de développement économique et social à partir de l'Afrique. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons envisager des alliances extérieures, ultramarins ou transfrontalières de l'Afrique. Mais partons déjà de l'Afrique et partons de nos États, essayons de faire les réformes qui s'imposent à la lumière de toutes ces problématiques que je viens d'évoquer. C'est assez complexe, mais nous ne manquons pas de compétences. Il suffit tout simplement de balayer les politiciens là et de mettre les Sénégalais compétents
aguerris avec une expérience, et je vous assure qu'en moins de 20 ans, l'Afrique va décoller. Alors, peut-on se nourrir d'espoir au regard, certains parlent de la fin d'un cycle, d'une génération, en tout cas d'hommes politiques ou de politiciens, cette nouvelle génération incarnée par Ousmane Sonko, est-ce qu'il y a de l'espoir que, comme le disaient les socialistes à l'époque, que rien ne soit plus comme avant? Aristote disait que l'espoir est la richesse du pauvre. Donc, étant pauvre et totalement désarmé dans un monde qui est de plus en plus marqué par un capitalisme agressif et un capitalisme de chaos, nous ne pouvons que nous raccrocher à l'espoir pour partir d'abord sur nos propres forces et ensuite essayer de bâtir, comment je pourrais le dire, les boucliers qui nous protégeront des attaques extérieures. Parce que la transition numérique et écologique aussi a des enjeux idéologiques que nous ignorons ou nous feignons d'ignorer, et c'est la recherche des métaux rares et des terres rares. Parce que là, cette technologie a besoin de ces matières-là, et ces matières-là sont en Afrique. Et en mon sens, toutes ces guerres qu'on nous bassine sous couvert d'un terrorisme, en fait, obéissent à cette convoitise de ces matières et de ces terres rares-là. Donc pour moi, oui, il faut garder l'espoir, mais l'espoir se nourrit aussi quand on donne la bonne information et qu'on présente les enjeux aux jeunes. Il ne s'agit pas d'avoir une revanche à prendre vis-à-vis de nos aînés. L'histoire s'occupera d'eux. Mais essayons-nous, à partir des erreurs et du mauvais legs et du passif qu'ils nous laissent, et en ayant compris les enjeux, de reconstruire, mais solidement, pas sur du slogan, pas sur d'un entre-soi intellectuel. Il faut qu'on aille expliquer à la jeunesse ce qu'on attend d'elle, quelle est la menace qui nous pèse sur la tête, et à partir de ce moment-là, je pense que collectivement, nous pourrons prendre les bonnes décisions et essayer de voir ce qu'on peut faire pour sauver la situation. Et la coupe semble pleine, hein, vous l'avez dit, pour le peuple sénégalais. Comment justement, sur quel levier faut-il jouer pour arriver à ce changement souhaité? Il faut travailler à une relève générationnelle. Ceux qui sont de la génération de 60 jusqu'à maintenant ont atteint leurs limites épistémologiques, si je puis m'exprimer ainsi. Et il faut justement mettre en situation les jeunes, les moins de 40 ans. On ne peut pas avoir un pays avec 70% moins de 25 ans, sous-éduqués, mal nourris, mal soignés, en colère, et une colère légitime du reste, et continuer à faire garder la tête dans le sable, faire la politique de l'Autriche par rapport justement aux velléités, comment je pourrais le dire, impérialistes du capitalisme occidental, qui se militarise de plus en plus de toutes les façons, parce que c'est un enjeu de survie qu'ils ont vis-à-vis aujourd'hui de l'hyperpuissance chinoise qui est en train de les coiffer au poteau. Donc ça, pour moi, dit aux jeunes de manière claire et nette, je pense qu'on peut constituer une force dynamique qui nous permettra mais véritablement de faire des transformations. Moi, je mise sur la jeunesse. Nous, on est sacrifiés. On est là maintenant pour livrer témoignages et essayer de les guider à partir de ce que nous avons vécu et de partager avec eux. Mais ce monde-là leur appartient et c'est à eux de le prendre en charge, et c'est à eux qu'il faudrait mettre en situation, mais véritablement de le prendre en charge. Voilà, mesdames, messieurs, le reste, vous pourrez le découvrir en tout cas dans cet ouvrage de Aguibou Diallo, Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Après Dakar, vous avez choisi Ziguinchor pour la cérémonie de présentation et de dédicace. Comment ça va se passer? Où et quand? Ce sera samedi à 16h au conseil départemental de Ziguinchor. Donc, il y aura une présentation du livre et puis une cérémonie de dédicace. Je tenais à venir à Ziguinchor parce que c'est une ville que j'aime particulièrement depuis que je l'ai découverte. Donc à chaque fois que je viens au Sénégal, je ne veux pas manquer de venir ici parce que c'est une terre hospitalière et il y a un mélange de peuples qui me fascine et qui me renvoie véritablement à l'ontologie africaine. Parce que maintenant, les centres urbains, que ce soit Dakar, que ce soit dans les grandes villes africaines, il y a une tendance à s'occidentaliser, à établir des lignes de fracture. Et ça, c'est un égoïsme pour moi qui n'est pas africain, qui ne me parle pas. Quand bien même j'ai vécu 25 ans en Occident, c'est quelque chose avec laquelle je n'ai pas pu faire. Et parce que je n'ai pas pu
le faire à cause justement de mes origines africaines et de ce que l'Afrique m'a donné en termes d'identité culturelle, d'identité spirituelle. Et ça, je trouve que c'est Ziguinchor qui l'a bien conservé. Et je me fais toujours un plaisir de revenir ici me ressourcer maintenant quand je viens en Afrique. Merci, mesdames, messieurs. Nous recevions M. Agibou Diallo qui était venu nous présenter et nous parler de son livre Le Sénégal, le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. La cérémonie de dédicace est prévue samedi au conseil départemental de Ziguinchor. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment très content et j'espère pouvoir revenir plusieurs fois ici encore. Merci beaucoup et bon courage pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup.